Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je suis présente en conférence de presse pour vous parler de la proposition de résolution sur les menaces que fait peser Donald Trump sur l'ordre international. Une proposition de résolution que je vais présenter cet après-midi en Commission des Affaires européennes. La seconde présidence de Donald Trump dessine les contours d'un nouvel ordre mondial encore plus instable et brutal. Si les nouveaux maîtres de Washington partagent avec les anciens une défense jusqu'au boutiste des intérêts de leur pays, la forme et la direction que prend cet impérialisme sous la férule trumpiste se démarquent significativement des précédentes administrations. En effet, dès les premiers jours de sa prise de fonction, le président états-unien a mis en place une série de décrets ouvertement réactionnaires qui visent les personnes transgenres notamment et les personnes exilées. Il a aussi décidé d'accélérer avec enthousiasme la catastrophe climatique en se retirant de l'accord de climat et en encourageant toutes les industries fossiles. Il s'applique enfin à démanteler le droit international en accentuant le soutien inconditionnel de son pays à Israël dans son entreprise génocidaire contre les Palestiniens et Palestiniennes, en attaquant des institutions internationales comme la Cour pénale et en menaçant l'intégrité territoriale de plusieurs États comme le Canada, le Panama, le Danemark et plusieurs autres. Or, l'alignement atlantiste de l'Europe, qui se retrouve idéologiquement démunie et politiquement désemparée face au brutal réalignement états-unien, la met aujourd'hui dans une situation difficile. Nous pensons à la France insoumise qu'il faut répondre de manière ferme et claire à cette escalade impérialiste. Nous devons retrouver en tant que France et au niveau de l'Union européenne une voix forte pour mener une action résolue pour la paix, la justice et la coopération internationale. C'est donc le sens de cette proposition de résolution qui sera discutée, j'espère, adoptée cet après-midi, afin de réaffirmer l'engagement européen en faveur de la paix pour des relations internationales et multilatérales apaisées et pour la solidarité entre les peuples. Ah ben voilà, la présidente, ça y est, c'est terminé. Tu l'as fait toi? Non, j'ai fait l'introduction. Merci Madame Obono. Donc bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous du retard puisque la conférence des présidents était toujours en cours et notamment parce que la semaine qui est à la main de l'ordre du jour du gouvernement se retrouve fortement embouteillée. Je peux d'ores et déjà vous dire que le projet de loi audiovisuel ne se débattra pas dans cette Assemblée cette semaine puisque le texte précédent, c'est-à-dire le projet de loi simplification, compte 2600 amendements, peut-être 1600 lorsqu'on compte les irrecevables, mais vous comprenez bien que c'est impossible quand vous avez en plus de ça une commission mixte paritaire Mayotte et que ça a été très clairement dit lors de cette conférence des présidents. Ce projet de loi sera examiné si le projet de loi simplification est terminé, autrement dire, il ne sera pas examiné dans notre Assemblée cette semaine. Je commence évidemment par l'actualité internationale avec toujours le génocide à Gaza qui continue, avec une intensification, et c'est Netanyahou lui-même qui le dit, des frappes, avec des journées de plus en plus meurtrières et notamment 15 secouristes qui ont été directement visés et assassinés par l'armée de Netanyahou avec des preuves vidéo qui sont venues contredire directement la version israélienne qui avait été donnée. Et je veux me réjouir ici que Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens, a été reconduite pour 3 ans à son poste malgré des fortes pressions exercées contre elle, ce qui marque un désaveu complet pour 43 parlementaires français, dont Caroline Yadan, dont Prisca Thévenot ou encore Sylvain Maillard, qui étaient intervenus pour qu'elle ne soit pas reconduite à ce poste. Et je dis au moment où Emmanuel Macron est en train d'être en Égypte en soutien au plan arabe de reconstruction de la bande de Gaza, qu'il est plus que jamais important que la France passe des paroles aux actes et notamment à la reconnaissance de l'État de Palestine comme l'a fait il y a quelques mois l'Espagne, aux sanctions à l'encontre de Netanyahou qui, vous l'avez vu, défie le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, notamment en se rendant en Europe et aux États-Unis comme actuellement, et évidemment suspendre
agisse pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Je laisserai Aurélie Trouvé parler de la question des droits de douane, mais je dois dire aussi que notre groupe se réjouit de la désescalade avec le gouvernement algérien, puisque je le rappelle, notre pays est lié d'affection avec les peuples de la Méditerranée et que nous nous réjouissions que enfin le ministre de l'Intérieur ne soit plus en charge des affaires sérieuses et ne se retrouve plus à faire sans cesse une escalade avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée, notamment le peuple algérien. Et puisque M. Retailleau avait mis sa démission en jeu, nous l'invitons à respecter sa promesse et à démissionner. La semaine dernière, je veux pointer certaines grandes victoires du groupe Insoumis, des victoires qui sont des victoires importantes quand on regarde le plus grand défi du XXIe siècle, c'est-à-dire celui de conserver un écosystème compatible avec la vie humaine, puisque notre résolution qui a été portée par Pierre-Yves Cadalin a été adoptée à l'unanimité, moins l'abstention de l'extrême droite, pour créer un institut Océan des Nations Unies, parce que la France souhaite justement assumer son rôle de puissance maritime qui souhaite mettre en partage la mer comme commun de l'humanité. Nous avons aussi gagné un vote très important qui se continuera le 5 mai sur la régulation de l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux alors qu'un Français sur 3 vit dans un désert médical. Et nous avons surtout réussi à faire retirer des lois antisociales, liberticides et racistes. Je pense évidemment à la loi Kasbarian-Vogetta qui visait à expulser les locataires des logements sociaux, et ce alors que nous étions le jour de la fin de la trêve hivernale et le jour où nous apprenions qu'il y avait un record d'expulsions en France depuis 10 ans. Nous avons réussi à faire retirer la loi sur les peines planchers, mais aussi la loi contre les gens du voyage. Je continue en vous disant deux choses très importantes. Vous avez vu que l'extrême droite a manifesté ce dimanche. Eux qui n'ont jamais appelé à manifester pour faire obstacle à la retraite à 64 ans, eux qui n'ont jamais appelé à manifester pour sauver des emplois ou lutter contre des fermetures d'usines notamment, eh bien, n'appellent à manifester que lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. Et vous avez vu que c'est un immense flop qui en est advenu dimanche, puisque la place n'était absolument pas pleine. Ça a été noté par plusieurs de vos confrères et consoeurs qui étaient présentes. Et nous sommes fiers d'avoir réussi à rassembler 15 000 personnes sur la place de la République pour ne pas laisser l'extrême droite faire sa loi et ainsi lutter contre les dangers d'une extrême droite qui continue sa remise en cause de l'état de droit. Et je veux le dire d'autant plus qu'aujourd'hui donc a été ajoutée par le gouvernement la CMP, pardon, la commission mixte paritaire sur la question du droit du sol à Mayotte. Nous ne laisserons pas l'extrême droite gagner sur aucun terrain, ni dans la rue, ni dans les urnes, ni sur le terrain des idées. Je vous annonce donc aujourd'hui que nous déposons, à la suite de ce que Jean-Luc Mélenchon avait annoncé, une proposition de loi pour inscrire le droit du sol dans notre Constitution. Je rappelle que le droit du sol est un des principes qui ont fondé la France, même avant la République, et nous refusons toujours ce que fait l'extrême droite de notre nation, c'est-à-dire de tenter de faire de la France une nation ethnique, quand nous disons, nous, que la France est une nation et a toujours été une nation politique. Enfin, je veux juste noter une dernière chose sur le fait que Alexis Kohler, pour la 3e fois dans une commission d'enquête, refuse de se rendre devant une commission d'enquête au Sénat sur le scandale des eaux en bouteille, que ce refus, je le dis, que nous n'acceptons pas ce refus, qui avait été déjà le cas lorsque moi-même je menais une commission d'enquête sur la question de l'eau. Je vous rappelle qu'Éric Coquerel a instruit une plainte pour non-présentation contre Alexis Kohler et que nous espérons que cette plainte soit instruite rapidement pour rappeler à M. Kohler qu'en France, personne n'est au-dessus des lois et qu'il est plus que temps d'abolir les privilèges de la monarchie présidentielle et de la passer à la 6e République. Je vais laisser Aurélie Trouvé continuer. Merci Madame la Présidente. Donc je vais vous faire un point rapide sur les réactions face à la guerre commerciale de Donald Trump, donc qui a entamé une offensive impérialiste, territoriale d'abord, on le voit avec le Groenland ou les terres rares de l'Ukraine, mais aussi évidemment impérialiste sur le plan commercial, avec des montées de droits de douane de façon brutale, à la carte,
même en fonction de région d'un même pays, puisque la Réunion a des droits de douane de plus 37%, alors que c'est plus 20% pour la France, bref, qui va en plus enclencher de l'inflation, bien évidemment, parce que dans l'état, en tout cas, des forces capitalistes actuelles, évidemment, ce sont les plus pauvres qui vont évidemment souffrir le plus de l'inflation qui va être induite par ces poussées de droits de douane. Comment réagissent la France et l'Union européenne? Tout simplement par une fuite en avant néolibérale absolument catastrophique. D'abord, ils bombent le torse en fait en disant attention, d'ici 2, 3, 4 semaines, on va agir, rien ne vient. Si ce n'est pour promouvoir encore plus les accords de libre-échange et notamment celui avec le Mercosur dont on sait qu'il est absolument néfaste, si ce n'est aussi pour proposer, sur appui de la France, la Commission européenne propose une zone de libre-échange industriel avec les États-Unis. C'est vraiment la stratégie du choc néolibéral qui est tout sauf ce qu'il faut faire en réalité. Et nous disons, en fait, il faut ni Trumpisme ni macronisme. Il faut sortir, en ce qui concerne la France et l'Union européenne, des 40 ans de néolibéralisme économique qui ont produit d'énormes dégâts et saisir quelque part la période actuelle comme une aubaine aussi pour enfin sortir de cela et redonner de la puissance à l'État face au chaos des marchés. C'est pourquoi nous proposons un changement très profond qui passe par des mesures fermes et intelligentes, ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire, alors ça ne veut pas dire des droits de douane tout azimut, de partout, quoi qu'il en soit, ce qui est pour nous une erreur fondamentale, puisque nous avons toujours dit que la protection doit être en fonction des besoins humains. Donc, par exemple, favoriser les producteurs locaux dans les marchés publics, pour favoriser tout simplement la relocalisation, interdire des produits traités avec des pesticides interdits en France, enfin interdire de les importer. Par exemple, taxer fortement et beaucoup plus fortement les GAFAM puisque nous avons besoin d'une souveraineté économique, etc. Conditionner toute aide publique au maintien de l'emploi. Nous regrettons aussi qu'il n'y ait aucune planification, mais rien, aucun plan sur la table, alors que la très forte période d'incertitude nécessite une planification qui n'a jamais existé. On a un Premier ministre qui a été haut commissaire au plan et qui n'a jamais sorti aucun plan dans ce pays et qui n'en sort encore moins quand il est Premier ministre, alors même que nous avons absolument besoin de ça. Dans ce monde qui change totalement, on a un bouleversement géoéconomique complet du monde, eh bien, il faut évidemment une planification pour restaurer une souveraineté économique, industrielle, alimentaire et numérique. Et pour ça, évidemment, dernière chose, il faut réguler le marché. Il faut planifier aussi sur le plan écologique parce que la sobriété énergétique est notre premier moyen d'être moins dépendant de notre premier poste d'importation en valeur qu'est l'énergie. Et bien entendu, réguler les prix de l'électricité. De ce point de vue, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y aura la nomination ou pas d'ailleurs, du nouveau PDG, M. Fontana, en tout cas celui qui est candidat, proposé comme candidat par le gouvernement, M. Fontana, dans la commission des affaires économiques que je préside, ce sera le 30 avril, qui sera une grande occasion aussi de débattre enfin du statut d'EDF, des prix de l'électricité, et ça a évidemment à voir, et je finis là-dessus, avec toute cette question de la guerre commerciale de Trump, parce que un de nos premiers postes, notre premier coût de production qui est extrêmement écarté des coûts de production de nos principaux concurrents, c'est évidemment l'électricité qu'on paye 3 à 4 fois plus cher en France. Et donc il est temps évidemment, et à l'inverse de ce que fait le gouvernement, de sortir l'électricité et son marché justement du marché. Merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Manon Meunier, donc je suis députée chef de file avec Sandrine Neusbé, Claire Lejeune et Anne Stambach-Ternoir sur le projet de loi simplification qui s'ouvre en séance cette semaine. Bon, ce projet de loi, il semble passer sous tous les radars et pourtant il est inédit en termes de recul sociaux, démocratiques et environnementaux. C'est le Trumpisme, encore une fois, qui s'invite à l'Assemblée nationale. Il est porté par le gouvernement cette semaine en séance à l'Assemblée nationale et c'est un véritable massacre à la tronçonneuse. Tout y passe, de la suppression d'instances de débat public à l'amoindrissement de possibilités de divers recours juridiques, en passant par la casse de la loi de
programmation de planification énergétique ou encore la facilitation du transfert de nos données personnelles de santé aux entreprises privées. En réalité, c'est un projet de loi qui, sous le nom de simplification, sur l'autel de simplification, condamne énormément de choses. À commencer par nos instances démocratiques. Dans l'article 1, en fait, vous avez des macronistes jusqu'au Rassemblement national, des députés qui ont fait une liste à l'après-vert d'organismes qu'ils suppriment sans aucune étude d'impact. Par exemple, la conférence de la prévention étudiante, le Conseil national de la montagne, la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, l'Observatoire de l'alimentation ou encore les Césaires, qui ont été supprimés purement et simplement en commission, sans aucune étude d'impact. La Commission nationale du débat public elle-même est menacée de suppression en séance par l'extrême droite et une partie des macronistes qui portent également un amendement en ce sens. Les possibilités d'enquête publique ou de recours juridique sont réduites à tous les étages. Donc c'est ici au nom d'une prétendue volonté de simplification et d'accélération. C'est en réalité l'état de droit qui est ici gravement attaqué par ce texte. Le volet démocratique, mais ce n'est pas tout, c'est une hécatombe du côté du droit environnemental. L'ADEME et l'OFB eux-mêmes sont menacés également de suppression en séance. Le peu de dispositifs que les macronistes avaient portés sur les 8 dernières années sont remis en question, pour ne citer que lui, le ZAN, le zéro artificialisation nette, puisqu'ils ouvrent une dérogation possible de 30%, ce qui le rendrait absolument inefficient. Et pourtant, c'est un dispositif défendu par le monde agricole, notamment pour la défense de nos terres agricoles et puis évidemment pour la protection des terres naturelles. Nous avons également des études d'impact environnemental qui sont remises en question de toutes parts, les mesures de compensation qui sont réduites à peau de chagrin. Donc les macronistes ne se cachent plus et votent ouvertement avec le Rassemblement national lorsqu'il s'agit d'acter, de supprimer complètement des quelques petites avancées environnementales qu'ils avaient programmées ces 8 dernières années. Et enfin, sur le plan social, la mobilisation de la France insoumise et de la gauche en commission a permis de supprimer les pires dispositions qu'il y avait dans ce texte, donc à savoir notamment la suppression des données de transparence essentielles sur les bulletins de salaire, la réduction du délai de prévention nécessaire auprès des salariés lorsqu'il y a des suppressions d'entreprises, ou encore un article façon loi Kasbarian qui permettait de faciliter l'expulsion des petits commerçants et artisans de leurs locaux. Mais il reste évidemment, malheureusement, des amendements de rétablissement des macronistes ou du gouvernement en séance, et l'ouverture dangereuse des instances de protection de nos données personnelles à des entreprises privées qui rejoindraient directement la CNIL, puisqu'il y a désormais 5 postes qui leur seraient réservés. Donc nous sommes sur un projet de loi extrêmement dangereux, malheureusement peu lisible puisqu'il part dans tous les sens, et au nom de la simplification, la droite et l'extrême droite se permettent de dangereux reculs environnementaux, démocratiques et sociaux inédits. Et le groupe parlementaire de la France insoumise sera mobilisé, et nous regrettons évidemment, comme le disait Madame la Présidente Mathilde Panot tout à l'heure, que tout cela se fasse au lance-pierre, qu'il y ait très peu de temps prévu, mais nous tiendrons et nous n'accepterons pas l'accélération des débats sur ce texte. Je vous remercie. Merci. Aurélie Trouvé qui vous fait une dernière annonce avant vos questions. Même 2 annonces. La première, c'est pour poursuivre ce que je disais sur la réaction face à la guerre commerciale de Trump. Nous annoncerons dans la semaine 10 mesures et positions que devrait prendre la France face à la guerre commerciale de Trump, et 10 mesures qui seront fondées sur le protectionnisme solidaire et la planification écologique, ce que la France insoumise a toujours défendu. Et en lien avec ça, nous déposerons une proposition de résolution européenne sur la position que devrait tenir la France à l'échelle de l'Union européenne, premièrement. Deuxièmement, et je sors de ce sujet-là pour vous donner aussi des suites de la conférence des présidents sur la question de l'énergie. On l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure avec la question d'EDF. Voilà, nous avons une préoccupation, c'est qu'il est prévu un débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, un débat 50.1 sans vote. Donc il y a un vrai problème en fait, parce que toute la trajectoire énergétique qui est essentielle pour la France pendant plusieurs années, qui a donc des répercussions économiques
et sociétale énorme dans ce pays, eh bien ça ne serait pas voté par les députés. Et il est question d'un décret. Donc évidemment, nous avons non seulement exigé un vote dans le débat 50.1, mais ce vote pour l'instant n'est pas accordé. Voilà. Mais deuxièmement, il est fait état d'une proposition de loi Grémillet qui sort du Sénat, qui tiendrait lieu d'examen législatif en matière de programmation énergétique. D'accord ? Mais évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de réponse si le décret du gouvernement censé décider de la programmation pluriannuelle de l'énergie est avant ou après la PPL Grémillet. Donc on arrive dans une situation absolument ubuesque où on pourrait avoir l'examen d'une PPL avec position vote des députés, des parlementaires, et un décret qui serait absolument pas en adéquation potentiellement avec ce que votent les parlementaires. Donc, alors, vous voyez bien que par ailleurs, c'est juste ahurissant dans une période où les acteurs économiques et tout le monde, en fait, a besoin d'un peu de stabilité et de certitude dans cette période. Évidemment, de démocratie parlementaire. Alors, en théorie, on n'a plus de temps pour les questions, mais on va quand même... Est-ce qu'il y en a déjà? Ok, Stanislas. Ok, vous allez prendre le micro, vous n'oubliez pas de vous présenter avant. On va les prendre à la filée pour répondre rapidement. Stanislas Noyer. Bon. Ça marche? Stanislas Noyer, l'aide de l'expansion. Sur le débat sur l'énergie, il y a une date qui a été donnée ou... Ok, deuxième question. Bonjour, Sandrine Cassini du Monde. Sur la réaction face à Trump, je voulais savoir exactement si vous étiez pour une riposte également par les droits de douane pour faire pression sur les États-Unis ou pas. Sinon, pour quelles raisons? Comment faire dans l'immédiat? Parce que la planification, c'est quelque chose de long terme. Et après, je voulais savoir ce que ça voulait dire le protectionnisme solidaire, si vous pouviez donner un petit exemple, qu'on puisse avoir une idée. Merci. Bonjour, Lucie Aubourg pour l'AFP. Sur la simplification, comment vous anticipez les débats? Est-ce qu'ils vont se poursuivre ce week-end? Et est-ce que vous soutiendrez la motion de rejet? Ok, alors pour commencer sur la question qui était posée sur le débat 50-1. Donc pour l'instant, il a été annoncé lundi 28 avril, donc à la rentrée. Nous ne sommes pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi. D'abord parce que on a demandé à plusieurs reprises, y compris la présidente de l'Assemblée, a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de répondre, de savoir quand allait être publié le décret. Et nous n'avons aucune réponse sur cette question-là. Au point que, est envisagé maintenant, il y aura une conférence des présidents dans les 2 prochains ou 3 prochains jours, est envisagée la possibilité que le gouvernement reprenne la main sur une semaine de contrôle de l'Assemblée, normalement de contrôle de l'action du gouvernement. Donc on se retrouve dans une situation où on est obligé de faire un bras de fer avec le gouvernement pour pouvoir juste voter sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et où le gouvernement... essaye de faire du bricolage par-ci, par-là, exactement d'ailleurs, et ça va rejoindre la 3e question, comme il le fait cette semaine. Nous ne sommes pas d'accord pour siéger ce week-end, et ce n'est pas parce que nous ne souhaitons pas siéger, c'est parce que nous savons très bien comment ça va se terminer. Vous allez avoir, puisque vous avez beaucoup de textes qui sont examinés avant, donc un projet de loi simplification qui, comme ça a été très bien dit par Manon Meunier tout à l'heure, est un texte fourre-tout, extrêmement dense, qui va être donc examiné au mieux à partir de mardi soir, sachant qu'il y a en plus des textes internationaux le jeudi matin, etc. Et donc on va se retrouver vendredi ou samedi, puisqu'il pense à peut-être ouvrir samedi, vendredi ou samedi, à nous demander de finalement ne plus défendre nos amendements, à finir à 5, 6, 7 heures, 8 heures du matin, et que je crois que ce ne sont pas des conditions sérieuses pour discuter d'enjeux aussi importants. Sur la 2e question, je laisse Aurélie Trouvé répondre. Oui, alors sur les droits de douane, nous ne sommes pas pour imposer des droits de douane tout azimut à l'aveugle, voilà, tel que le fait Donald Trump, en tentant en plus de diviser les régions du monde, pays entre pays. Voilà.
pour être clair. Et ça, c'est l'inverse d'un protectionnisme solidaire, si vous voulez. Aussi parce que, je l'ai dit, ça produit de l'inflation, ça c'est clair. Il y a une étude de l'université d'Yale qui montre que, par exemple, ça crée, ce qu'a annoncé Trump, ça crée 4% d'inflation pour les plus pauvres, 1,6% d'inflation pour les plus riches. Donc, en l'état des forces du marché, en fait, ça pèsera d'abord sur les plus pauvres. Par ailleurs, ça peut déstructurer fortement des filières justement qu'on veut absolument renforcer au lieu de les... Parce que évidemment on est dépendant de tout un tas d'importations et du jour au lendemain une usine ça met 3, 4, 5 ans à être construite. Donc on peut tout à fait interdire les imports, mettre des droits de douane à fond sur des semi-conducteurs par exemple, malheureusement aujourd'hui on ne les a pas les usines. Voilà. Donc ce qu'il faut faire c'est un plan justement. Un plan qui permet ensuite d'identifier, ce qui n'existe pas en France, c'est hallucinant, d'identifier les secteurs qu'on a besoin de maintenir absolument, déjà. Par exemple, Vancourex. Comment se fait-il que cette usine qui serve à la dissuasion nucléaire en produisant du sel pour les missiles et pour les fusées Ariane, comment se fait-il que le gouvernement le lâche alors qu'il y a un projet porté par les salariés et qu'il y a 5000 emplois en jeu? Qu'attend le gouvernement? Qu'attend la BPI? Qu'est-ce qu'on attend pour sauver cette usine? Et ça se passera dans les jours à venir. Voilà. Ensuite, c'est les secteurs qu'il faut absolument développer. Là, il faut des hausses de droits de douane graduées, mais ça ne passe pas que par des hausses de droits de douane graduées et planifiées et ciblées. Ça passe aussi, par exemple, par une préférence pour les producteurs locaux dans les marchés publics, j'en ai parlé, par voilà, par exemple, une conditionnalité de toutes les aides au maintien de l'emploi et à l'absence de délocalisation, etc. Et pour finir, qu'est-ce que veut dire... Et enfin, pardon, donc secteur à maintenir, secteur à développer, et secteur dont on est encore dépendant, et ça va demander du temps, je pense évidemment à l'énergie, aux métaux rares et un certain nombre évidemment, y compris de biens intermédiaires. Dernière chose, sur le protectionnisme solidaire, ça veut dire, que toute mesure protectionniste est faite en fonction des besoins humains, pas juste de la rétorsion pour embêter Trump, parce que si c'est pour embêter les États-Unis, mais que c'est aussi néfaste, voire plus pour nous, ça ne sert à rien. Vous voyez ? Et deuxièmement, ça passe par ce qui a toujours été porté par ailleurs dans l'altermondialisme et par la France insoumise, c'est-à-dire à la fois un multilatéralisme non fondé sur la concurrence et le libre-échange, mais sur la coopération, et sur des accords bilatéraux, gagnant-gagnant, avec tel ou tel pays. D'ailleurs, il est urgent de diversifier nos partenariats, de sortir aussi, je veux dire, d'une préférence atlantiste, on va le dire comme ça, historique, pour faire en sorte d'avoir, par exemple, des partenariats nouveaux avec des pays du Sud, par exemple, qui sont aujourd'hui fortement impactés par la guerre commerciale de Trump et avec qui on a tout intérêt à former des accords bilatéraux gagnant-gagnant, évidemment, tout sauf le libre-échange, quoi.